Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe au Parlement européen de Bruxelles. Les Européens inquiets de la crise de la dette et surtout d'un possible effet de contagion. Et en effet, une agence de notation a dégradé la note de l'Italie en début de semaine. Nous aurons dans quelques minutes un débat sur ce thème entre deux eurodéputés, une française et une italienne. Et puis ne manquez pas la seconde partie d'Ici l'Europe. En compagnie de Radio France Internationale, nous recevons Martin Schulz, le président du groupe des socialistes et démocrates dans cette institution qu'il va présider bientôt. Il nous parle sans tabou d'Angela Merkel, de Nicolas Sarkozy et autres sujets européens. Voilà, on se retrouve en plateau avec nos invités, deux femmes aujourd'hui. L'Europe est empêtrée dans la crise de la dette. L'enjeu est le déblocage en octobre, vital pour la Grèce, de la 6e tranche de 8 milliards d'euros de prêts. Mercredi, le gouvernement grec socialiste a opéré un nouveau tour de vis qui suscite déjà la colère sociale. L'Europe doit à la fois aider la Grèce à ne pas faire faillite, mais aussi aider ses banques. Alors elle est divisée sur les remèdes à appliquer. Doit-on s'inquiéter par ailleurs d'une possible contagion à d'autres États membres dégradés par une agence de notation en raison de sa dette faramineuse et de sa gouvernance, la gouvernance due à M. Berlusconi? L'Italie a été sanctionnée par les marchés. Alors pour parler de cet euro qui flanche, nous sommes en compagnie de vous, Sylvie Goulard. Bonjour. Bonjour. Députée européenne des démocrates et libéraux en France, très bonne connaisseuse de ces affaires économiques. Vous êtes aujourd'hui face à une Italienne, Cristiana Muscardini, bonjour. Bonjour. Députée européenne du Parti populaire européen et plus précisément du parti de Gianfranco Fini qui a quitté la coalition de Silvio Berlusconi. On en parlera bien sûr de cette Italie, mais on commence bien sûr par la Grèce. Le Fonds monétaire international a relevé ses prévisions pour 2012, une explosion de cette dette grecque à 198%. Pourquoi est-ce que c'est un puits sans fond de la dette ? C'est mathématique. Lorsque vous avez de la récession, la dette par rapport à un PIB qui se réduit augmente. Donc le fait que nous ayons une phase extrêmement dure à traverser n'est pas surprenante quand on connaît les expériences antérieures de sauvetage par le FMI dans d'autres régions du monde. C'est très douloureux pour les citoyens du pays concerné, je ne dis pas ça de manière désinvolte, mais c'est un passage. La vraie question, c'est de savoir si le gouvernement grec procède dans ce temps aux mesures qui sont nécessaires, au rythme nécessaire, si douloureuses soient-elles, de manière à ce qu'on redémarre sur une meilleure base. C'est tout le pari et c'est pas gagné. On a parfois l'impression, les citoyens européens, que ce sont les plans de sauvetage de l'Europe qui ne marchent pas. Non, mais je pense qu'il y a des fautes différentes. Il y a des fautes de l'institution européenne qu'on n'a pas fait de la vigilance nécessaire quand il y avait le temps pour le faire. Il y a le problème du gouvernement national qu'on n'a pas fait tout ce que c'est nécessaire pour contrôler et pour éviter de jeter l'argent pour les autistes, les drivers en Grèce qui étaient 35 pour une voiture. Et ça, c'est un problème. Mais il y a même la crise internationale. Et je pense que tout le monde de l'économie, de la politique, on a épousé très vite la mondialisation sans avoir avant les règles pour la guider. Je pense qu'aujourd'hui l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, il est vieille il y a 10 ans qui ont dit qu'on doit la rendre plus capable de suivre la modernité et on est encore avec le vieux système. Alors, elle ne dit pas une crise de la Grèce, pas une crise de la dette, mais une crise de la mondialisation. Est-ce que ce n'est pas plutôt la construction de la zone euro qui a été un peu déséquilibrée, On n'a pas construit de gouvernance économique, on a construit un euro. Quand on a fait l'euro, on a fait un choix qui était un choix extrêmement périlleux, qui était de laisser aux gouvernements nationaux la responsabilité des politiques économiques et sociales. À un moment où, en plus, effectivement, la mondialisation s'est accélérée, l'intégration des services financiers s'est accélérée. Le résultat, c'est qu'un certain nombre de gouvernements ont fait ce qu'il fallait, ce qui explique la position de certains pays de l'Europe du Nord, pendant que d'autres ne l'ont pas fait.
Et donc on se retrouve dans une situation qui est très difficile à gérer, où il y a une perte de confiance, mais où je crois qu'il faut revenir aussi à l'idée que quand on a une monnaie commune, il faut peut-être faire beaucoup plus de choses en commun, avoir des politiques qui permettent de contrebalancer certaines évolutions mondiales, avoir une régulation, on s'y emploie dans ce Parlement en commission économique et monétaire qui accompagne la zone euro, etc. Donc il ne sert à rien de se lamenter sur ce qu'on a raté, il faut voir maintenant si chaque gouvernement est prêt à prendre ses responsabilités et aussi peut-être à aller plus loin dans la mise en commun de certaines politiques. Alors, vous qui êtes députée européenne, vous avez entendu, bien sûr, venant des Pays-Bas, d'Allemagne, des hypothèses de travail fortes qui disent que finalement, ce qui sauverait les Grecs, ce serait une mise en défaut de paiement, c'est-à-dire une faillite partielle. Puis d'autres qui disent encore, autre hypothèse très très forte, là encore, une sortie de la zone euro. Je pense qu'on doit chercher de résister, mais pour résister et pour avoir des solutions, on doit dans le même temps admettre les fautes qu'on a faites. Et quand j'étais là pour voter l'euro, j'ai fait un vote d'abstention parce que j'ai dit qu'il n'est pas possible d'avoir une politique monétaire sans avoir avant une politique commune dans l'économie. Parce que nous avons donné notre oreille à les sirènes de la finance virtuelle et nous avons abandonné l'économie réelle. Et la démonstration, c'est maintenant, parce que c'est une année que le Parlement européen a voté, j'ai fait un exemple, pour la réglementation, les règlements pour la dénomination d'origine des produits qui arrivent dehors de l'Europe en Europe et pour nous mettre les citoyens européens avec les mêmes chances que les citoyennes chinoises. Vous n'étiez pas pour la création de l'euro, mais maintenant je comprends que vous n'êtes pas non plus pour que la Grèce en sorte. Ce n'est pas forcément la bonne solution pour vous. Et pourquoi est-ce qu'on dit que finalement ça réglerait tous ces problèmes? Est-ce que c'est assez réaliste? D'abord, il ne faut pas qu'il y ait de tabou, mais il faut être sérieux et voir toutes les conséquences de ce qu'on agite comme idée farfelue. La conséquence, ça serait un appauvrissement des Grecs, qui n'en ont peut-être pas besoin. C'est-à-dire que tout ce que les gens ont sur leur livret de caisse d'épargne perdrait 40, 50, 60% de sa valeur. Toutes les créances que les Grecs ont en euros seraient renchéries d'autant. Le système bancaire s'écroulerait. Donc je crois que c'est une option qui ne doit pas être privilégiée. Encore une fois, ce n'est pas un tabou, mais il faut la regarder en face et ne pas hésiter à aller jusqu'au bout. En revanche, pourquoi est-ce qu'il faut éviter? D'abord parce que l'euro est un ensemble solidaire dont il n'est pas question de lâcher un des membres en difficulté. Deuxièmement, de manière peut-être plus égoïste, parce que ça aurait des répercussions sur d'autres pays. Et je crois aussi parce que le principal atout de l'Europe dans le monde, c'est d'être une zone de stabilité et de règles de droit. Si on commence à jouer avec l'idée d'une faillite, ça veut dire que tous les engagements que nous prenons, nous avons pris, nous les mettons à la poubelle et que ça n'améliorerait absolument rien. Donc il faut tout faire pour l'éviter. Ce qui ne signifie pas qu'on n'a pas d'ailleurs commencé à restructurer la dette grecque, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire à alléger en partie, mais en négociation avec les créanciers, les dettes qui pèsent sur le peuple grec. Alors vous avez comment? Je peux dire une chose, que l'Europe n'est pas une gare. On arrive, on part quand on veut, non? On doit être le point fondamental pour une société capable de produire et de comprendre que les aides à les hommes et les femmes qu'on a besoin, on doit les donner. Alors, justement, vous avez commencé à ébaucher quand même l'idée inquiétante d'une contagion. Des inquiétudes sur cette crise de la dette ont été relancées en début de semaine par la décision de l'agence américaine de notation Standard & Poor's d'abaisser d'un cran la note à long terme de l'Italie. Elle évoquait pour cela la fragilité de la coalition au pouvoir de Silvio Berlusconi et surtout l'important endettement. Les explications d'Alix Le Bourdon. Elle était dans le collimateur des marchés depuis près de 3 mois. L'Italie a finalement vu lundi sa note abaissée d'un cran par Standard & Poor's. À long terme, elle passe de A+ à A et à court terme, de A1+ à A1. Un déclassement immédiatement dénoncé par le gouvernement italien, le jugeant faussé par des considérations politiques et plus influencé par les médias que par la réalité des choses. Cette dégradation intervient moins d'une semaine après l'adoption d'un plan d'austérité draconien en Italie, plus de 54 milliards d'euros, censé permettre un retour à l'équilibre dès 2013. L'endettement du pays est colossal, 1 900 milliards d'euros, ce qui représente près de 120% du PIB annuel. Mais ces mesures n'ont pas convaincu. Standard & Poor's a sorti ses notes d'une perspective négative.
En clair, l'agence de notation pourrait encore les abaisser. Autre justification, la fragilité de la coalition au pouvoir sur la péninsule. Une situation qui pourrait limiter l'État dans sa capacité à répondre au contexte économique difficile. Selon Standard & Poor's, les perspectives de croissance de l'Italie sont faibles. L'agence prévoit même une nouvelle récession pour 2012. Alors, à l'origine de cet abaissement de la note de l'Italie, on va dire la dette, le problème de la dette, et puis le problème aussi de la crédibilité de Silvio Berlusconi et de sa coalition. Qu'est-ce que vous répondez à ces agences de notation? Je réponds que nous sommes sortis de la coalition et ça c'est la démonstration que pour nous, la crédibilité de M. Berlusconi, peut-être que ce n'est pas la même de quelques années avant. Mais je pense que les Américains, on a trop de la facilité à donner, des votes à l'Europe et à les États nationaux européens. Vous voulez dire les agences américaines, là, vous faites référence au fait que les agences de notation sont majoritairement américaines. J'ai déjà fait beaucoup de fois ici des questions à la Commission et au Conseil pour demander que l'Europe elle doit avoir sa agence et ce n'est pas nécessaire de continuer à avoir les votations sur notre crédibilité seulement par des Américains. Vous dites une agence de notation américaine, européenne face aux Américaines. Est-ce que ça changerait vraiment les données du problème? Est-ce que l'Italie a mérité son sort finalement? Les frasques même sexuelles de M. Berlusconi qui influent sur la note de l'Italie? Écoutez, moi j'essaie de suivre le débat en Italie de près. Si je me souviens bien, quand M. Fini a tiré la sonnette d'alarme, c'était en 2010 et pas cet été. Il y a des problèmes très sérieux dans cette coalition qui frappent le président du Conseil, mais aussi le ministre des Finances. Je crois que l'Italie doit prendre ses responsabilités, quand elle les prend d'ailleurs, comme le fait Giorgio Napolitano, le président de la République, quand il permet de passer une loi de finances rapidement, les marchés en prennent acte. Encore une fois, les agences de notation se sont trompées, leurs méthodes de travail sont probablement très critiquables. Mais ce ne sont pas eux qui ont constitué le stock de dette que nous avons en Europe. L'Italie a des atouts, elle a un déficit, ce qu'on appelle structurel, c'est-à-dire elle est capable de dégager des excédents avant le remboursement de la dette. Donc il faut qu'elle s'attaque à ce problème, qu'elle retrouve la croissance, comme le demande Confindustria, comme le demande un certain nombre d'Italiens eux-mêmes. Je crois qu'il ne faut pas qu'on aille, nous, de l'extérieur. Effectivement, il faut que les Italiens décident s'ils ont envie de garder ce gouvernement ou pas. Et je dirais que il n'a pas l'intention de démissionner, M. Berlusconi, aux dernières nouvelles. Mais je pense que quand, comme on a dit maintenant, que le monde industriel et beaucoup de monde politique et des citoyens et l'information, il fait des questions précises et le gouvernement n'est pas capable de répondre. Je ne parle pas de la magistrature qui fait des autres questions encore. Mais les questions... Des questions sur sa vie privée, oui, tout à fait. Un petit peu, mais non, je pense qu'un homme politique n'a pas une vie privée tout court. Je pense que celui qui fait de la politique doit se mettre à disposition des citoyennes et de l'institution presque les 24 heures sur les 24. Parce qu'autrement, nous sommes comme celui qui dit tout doit être dans les règles et moi que j'ai le pouvoir, je ne suis pas dans les règles. Non, les règles doivent être bonnes pour tout le monde. L'exception des hommes politiques. Alors, problème politique quand même que vous soulevez. Toutes les deux, vous venez de pays qui disent qu'il faut soutenir la Grèce, il faut aller jusqu'au bout dans la solidarité européenne, alors qu'on voit bien qu'il y a un mouvement anti-solidaire, des pressions qui s'exercent. Alors, plus d'intégration fédérale, par exemple par des obligations européennes. Est-ce que les peuples sont prêts à ça ? Non, d'abord, je crois qu'il ne faut pas caricaturer. Pour ma part, je suis à la fois pour une solidarité et pour le maintien de la zone euro. Et je comprends les exigences de discipline qui viennent d'un certain nombre de pays du Nord, qu'il ne faut pas caricaturer, qu'il ne faut pas qualifier d'égoïste. Nous avons nous-mêmes eu un comportement très égoïste pendant des années en violant les règles sur lesquelles nous avions fait l'euro. Donc, il faut retrouver une unité. Et l'unité passe, et c'est pour ça que nous avons proposé ces règles sur la gouvernance économique au Parlement européen, dont l'un des objectifs est de renforcer la discipline et de donner le message aux pays qui ont rempli leurs engagements que nous sommes d'accord avec eux. Après, qu'est-ce qu'il faut faire au-delà de ça? Je crois que d'abord, il faut faire beaucoup dans le cadre existant. Si on relance un exercice énorme de modification des traités,
Ça sera long, pénible, hasardeux. Donc il y a déjà beaucoup de choses à faire dans le cadre existant. Ce Parlement, notamment, doit beaucoup mieux contrôler ce que fait la Commission, doit poser des questions à M. Van Rompuy, doit poser des questions au Conseil ECOFIN. Tout ça, ça prend du temps, peut-être. Non, mais ça peut se faire tout de suite et nous nous y employons d'ailleurs en Commission économique et monétaire. Et puis après, ça n'empêche pas effectivement de songer à l'étape d'après. J'ai moi-même introduit dans mon rapport sur la gouvernance économique la question des eurobonds, parce que je crois qu'elle doit être débattue au Parlement. Ce n'est pas une question seulement pour les journalistes, les journaux et les cercles économiques, c'est une question de choix de société. Mais donc, en ce moment... Communautariser, mettre en commun la dette européenne. Oui, mais pas n'importe comment, parce que dire ça, c'est trop facile quand on n'est pas ceux qui vont payer. Il faudrait que ce soit conçu de manière à inciter à respecter les règles, il faut que ça offre des garanties à ceux sur qui retombera le fardeau de cette responsabilité commune. Donc c'est un processus qui doit être accompagné d'une discussion démocratique. Ça passe quand vous dites plus de solidarité, l'idée que M. Van Rompuy soit le chef de file, M. Zone Euro, ça changerait quelque chose dans l'immédiat, comme la France et l'Allemagne l'ont soufflé? Dans l'impulsion franco-allemande, il y a quelque chose de positif et moi je suis très inquiète à l'idée qu'il y ait un individu responsable devant personne qui est censé, dont on ne sait pas comment il a été choisi, ça n'a rien à voir avec ses qualités propres, mais institutionnellement, ce dont on a besoin, c'est de transparence, de débat public et de débat politique. Les citoyens ne doivent pas se voir imposer des choix économiques et sociaux, la durée du travail, l'âge de départ à la retraite, l'harmonisation fiscale, par un conclave de président du Conseil, Premier ministre, dont on ne sait pas comment il décide. Si on doit aller vers ça, ce Parlement doit avoir un rôle plus grand à jouer, avec les parlements nationaux, bien sûr. Merci à vous d'avoir été nos invités sur cette question très importante de la crise de la dette, d'autres disent crise de l'euro. En attendant, nous allons en parler dans la deuxième partie de ce programme, également en compagnie de Martin Schulz, qui est le président des socialistes et démocrates ici même au Parlement européen. On se rejoint donc dans quelques minutes.